Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'ai sans doute plus appris sur moi durant mes 20 ans de mariage que grâce à quelques introspections, certes, qui étaient nécessaires. D'ailleurs, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui étaient la plupart du temps dans des démarches spirituelles et qui étaient très sûrs de savoir ce que c'était l'amour et qui pourtant vivaient pratiquement seuls ou en tout cas avaient très peu été en couple. Et ben oui, ça prouve bien à quel point elles ignorent vraiment ce qu'est l'amour et ce que l'amour peut nous apporter. Parce que la relation à deux, c'est un révélateur implacable de notre ego et de nos blessures d'enfant. Bref, la vie à deux, c'est un parcours initiatique et c'est ce que nous allons voir avec Guillaume de Brébisson qui justement, je crois, est assez d'accord avec ce que je viens de dire. Je pense même que si tant de gens aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, choisissent de vivre seuls, eh bien c'est par peur d'être à nouveau confrontés à leurs zones d'ombre, à leurs blessures et à leur ego. Parce que l'amour, c'est laisser peut-être de côté son amour propre et c'est pas si simple. En tout cas, je vous propose qu'on en parle ensemble et pourquoi pas venez nous raconter ce que la vie à deux vous a fait découvrir sur vous-même. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute, sexothérapeute également et vous travaillez beaucoup aussi sur les couples et vous faites des stages d'ailleurs avec des couples. Vous êtes également l'auteur de différents livres dont S'expanouir, un joli titre d'ailleurs. Et le dernier vient de sortir. Je fais le bilan de mon couple. On peut le trouver sur Amazon ou alors directement sur votre site l'Université de l'amour, universitédelamour.fr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Oui, tout à fait. C'est vraiment tout à fait, je crois, le sujet. Il y a deux manières de devenir sage. Il y en a une qui est d'aller se planquer sur une montagne et de jeûner toute la journée dans la position du lotus. Et là, on est tranquille parce qu'on n'a pas de relation, donc on n'est pas tellement confronté au miroir. L'autre manière, c'est de fonder un couple et d'essayer que ce couple soit le plus conscient possible. Parce qu'effectivement, c'est dans le quotidien, dans les frottements multiples et variés qui sont le lot de la vie de couple, et parfois aussi dans des crises ou dans des épreuves qu'on peut être amené à traverser ensemble quand on est dans un couple de longue durée, qu'on va se révéler, et d'abord se révéler à soi-même. Et cette révélation, elle a des aspects parfois agréables et d'autres beaucoup moins. Je crois que c'est vraiment le propre de l'initiation. L'initiation, ça me fait penser à ce que Joseph Campbell, qui a beaucoup étudié la question des héros et des mythes, disait du héros. Et Joseph Campbell, il écrivait « Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et il remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. » Eh bien, je pense que le héros, c'est vous, c'est moi, c'est tous nos auditeurs. Et l'aventure formidable, c'est celle du couple, dans laquelle on va justement aller découvrir ses propres pouvoirs et aussi ceux de son conjoint, qui sont parfois opposés aux nôtres. Voilà, c'est un vrai travail. On parle toujours de la lutte de pouvoir qui survient après la phase passionnelle, romantique de la rencontre. Moi, j'aime bien dire que c'est un combat d'ego. Parce que notre ego, pas l'égalité. Oui. Parce qu'en fait, il y a la question toujours pareille. L'ego, c'est beaucoup d'amour propre, on est bien d'accord. Et en fait, quand on est confronté à l'autre, il faut accepter qu'il ne soit pas toujours d'accord avec nous. Il faut accepter que parfois ils disent quelque chose qui nous fait mal parce que ça touche une blessure d'enfant. Il faut accepter qu'ils nous déçoivent parce que c'est pas un être idéal qui va satisfaire tous nos besoins. Et tout ça, ça demande évidemment de devenir adulte, quoi. Oui, et puis ça nous force à nous voir par les yeux de l'autre. Et c'est parfois douloureux, mais c'est salutaire. Alors, dans la lutte de pouvoir, la question c'est est-ce que ce que je veux c'est gagner ou est-ce que ce que je veux c'est rester en relation ? Et c'est un vrai sujet parce que parfois on a légitimement le désir de gagner. Mais gagner, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ?
ça veut dire réduire l'autre à néant, quelque part. Il y a comme une espèce de volonté de meurtre intérieure. En tout cas, c'est quelque chose qui a de l'ordre de la domination. Mais je crois quand même aussi, et c'est pour ça que je suis souvent assez tolérante et indulgente, je crois aussi que ça va dépendre de notre estime de nous-mêmes. Plus on a une estime de soi faible, plus on va être amené justement à se battre parce que on a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'être valorisé. Et comme l'autre ne le fera jamais assez, on va finalement lui en vouloir et on va essayer de le rabaisser. J'aime bien cette image que m'avait expliqué Jean-Michel Ougourlian, qui a beaucoup travaillé sur le désir mimétique et qui disait, de toute façon, dans le couple, c'est toujours, vous savez, la balançoire des enfants où il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Et c'est vrai que pour arriver à dépasser ce stade de la balançoire, ça demande beaucoup de maturité. Ça demande beaucoup de maturité. La maturité, c'est vraiment accepter de se regarder soi-même. Et ça, ça prend du temps. C'est long, tout simplement. Alors ça prend plus ou moins de temps, mais ça va dépendre, je pense, beaucoup de notre estime de soi et de notre confiance en soi. Peut-être aussi du sentiment de sécurité qu'on éprouve dans la relation. Oui, bien sûr, mais ça c'est la confiance. La confiance dans la relation, ça apporte la sécurité, oui. C'est ça. Oui. Donc voilà, on va voir ce qu'il nous raconte. Dans votre livre, je fais le bilan de mon couple. Vous parlez aussi des 4 besoins du couple. On va les rappeler, mais c'est important. Le besoin de sécurité, vous venez de le dire. Et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, si on se sent en insécurité pour quelque domaine que ce soit financier, que ce soit parce qu'il nous agresse, etc., c'est pas possible. Le besoin de connexion, bon, c'est la communication, et le fait de se sentir relié à l'autre, je suppose. Oui, et puis il y a plein de connexions différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une connexion spirituelle, il peut y avoir une connexion intellectuelle, une connexion artistique, une connexion en tout cas, physique, se retrouver l'un avec niveaux de l'autre. connexion différents. Vous parlez aussi du besoin d'intimité, bon ça on n'a pas besoin de l'expliquer, et le besoin de soutien inconditionnel, c'est-à-dire que c'est un peu pareil que le besoin de sécurité, non ? Je trouve que c'est pas la même chose. Le besoin de soutien inconditionnel, pour moi, c'est j'ai besoin qu'il y ait quelque part dans le monde une personne qui me dise que j'ai raison, même quand j'ai tort. C'est l'exemple que je prends souvent en séance de thérapie de couple, c'est je veux pouvoir prendre une rue en sens interdit dans ma voiture et que ma femme me dise mais qu'est-ce qu'il fait le mec en face alors que c'est moi qui suis dans mon tort. Alors bien sûr, le soutien inconditionnel ne peut pas l'être totalement, et d'ailleurs il n'est pas bon qu'il le soit vraiment tout à fait, parce que si je vais braquer une banque, c'est peut-être bien que mon conjoint me dise non mais là t'as peut-être un petit peu exagéré. Mais on a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul, quoi, qu'on est soutenu par quelqu'un. Alors, j'entends ce que vous dites, parce qu'en effet, si on tombe vraiment très malade, on a besoin d'être sûr que l'autre sera là pour nous soutenir. De même que si on se retrouve en prison, on a besoin de savoir que l'autre viendra nous apporter des oranges, oui. Dans ce sens, j'entends ce que vous dites, oui. Mais aussi, quand on est dans une soirée avec des potes, et qu'il y en a un qui se met à nous mettre en boîte un peu comme ça pour rire, c'est bien que notre conjoint dise « Oui, non mais attends, je suis pas d'accord parce qu'il n'est pas comme ça ou elle n'est pas comme ça ». Et au lieu de faire ce qui est très souvent le cas, c'est de rigoler avec les autres. Voilà. Oui. C'est intéressant, oui. Eh bien, vous venez nous raconter ce que vous a apporté le couple, comment il vous a aidé à vous redécouvrir ou à vous découvrir. On se retrouve un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous, sexothérapeute, et nous évoquons justement le couple. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour, merci Karen. de m'accueillir. Je vous en prie, merci de témoigner justement. Racontez-nous alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? Alors deux choses. Il y a eu 2 périodes différentes, le premier couple et le deuxième. Et autant dans le premier, j'étais dans un amour absolu, limite amour maternel, et plus j'avançais, plus l'autre reculait, et il y avait à la fois, oui, ce côté idéalisation, limite idolâtrer la personne. Donc si je peux résumer, vous vous êtes oublié dans le premier couple. Complètement. D'accord, on est d'accord. Donc et forcément... des comportements qui n'étaient pas acceptables, etc.
Et quand il m'a quittée, je me souviendrai toujours d'une phrase qu'il m'a dit, c'est je te quitte pour que tu puisses rencontrer quelqu'un qui te conviendra mieux et qui saura mieux t'aimer que moi. Et... Oui, enfin ça c'était peut-être une formule pour se déculpabiliser. Hein. On est d'accord. Ça ressemble à je ne te mérite pas. Non, mais au final, il avait raison. Et c'est vrai que le couple dans lequel je suis actuellement n'a plus rien à voir. Alors moi, je suis complètement différente parce que j'ai l'expérience que j'ai et parce que il y a des choses qui me convenaient pas, mais j'étais tellement amoureuse que je laissais passer. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Et en fait, ça permet d'être dans un couple beaucoup plus équilibré et beaucoup plus... qui nourrit davantage l'un et l'autre. Et je trouve qu'il nous fait davantage grandir. Plutôt que quand il y en a un, comme vous disiez tout à l'heure, où c'est un jeu d'ego. Alors, il peut y avoir des moments où il y en a un qui va prendre le dessus parce que, comme vous disiez, il y en a un qui est malade et qui a besoin de celui qui est fort d'habitude. Quand il est en moment de faiblesse, l'autre puisse prendre la relève. Mais quand la relève est prise en permanence, entre guillemets, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus doué dans un certain domaine, l'autre qui va être plus doué dans un autre, ou qui est plus à l'aise dans quelque chose, et puis ça va bien sûr. Ça va et alors, qu'est-ce que ce couple visiblement qui fonctionne bien, donc c'est un couple certainement qui vous a fait grandir ou qui vous a permis de vous découvrir. En quoi justement il vous a permis de mieux vous rencontrer vous-même? Dans le sens où il est pas étouffant. Et en fait, je suis beaucoup plus autonome. Donc il vous a donné confiance en vous déjà? Oui. Liberté. Donc il a révélé vos peurs, vos doutes? Oui. Je pense que je les connaissais, mais que je les camouflais parce que je voulais être la meilleure épouse possible. C'est ça. Parce que dans votre livre, Guillaume de Brébisson, vous parlez justement de l'ombre et de la lumière. Et au fond, en vous éclairant, Karen, si je puis dire, il a fait surgir vos ombres. Et vous avez pu, du coup, les apprivoiser et prendre confiance en vous. Complètement. C'est ça, un vrai couple. Quand je fais des choses pour moi, et uniquement pour moi, oui. J'ai pas de remarques désobligeantes en disant tiens, tu vas pas être là, etc. Et même quand je rentre, en fait, il rayonne autant que moi. C'est-à-dire qu'il est content du moment que je me suis accordé et que j'ai passé. Est-ce que à ces moments où vous faites des choses pour vous et uniquement pour vous, vous vous sentez pleinement légitime et vous êtes tranquille, vous n'avez pas d'arrière-pensée en train de vous dire ah là là, je suis en train de manquer à mon mari ou à mon compagnon, je ne sais pas quoi. Pas du tout, alors qu'avant, je culpabilisais, voire même je ne me l'autorisais pas. Parce que j'avais l'impression de voler des moments au couple ou de lui voler des moments à lui. Et alors que là, c'est vrai que c'est aussi le plaisir aussi de se retrouver et d'avoir partagé quelque chose en dehors du couple, de lui raconter. Mais c'est important parce que c'est aussi les moments qu'on va vivre à l'extérieur du couple qui nous redonnent de l'oxygène et qui permet d'échanger sur d'autres sujets. Parce que sinon, si on reste totalement dans l'ombre de l'autre, on n'a plus rien à lui raconter, ni plus rien pour le surprendre. Surtout. On finit par tourner en rond. Et cette autonomie dont vous parlez, Karen, est-ce que vous avez ressenti des résistances au début, des difficultés un peu à la prendre, cette autonomie, ou bien est-ce que ça s'est fait tout seul Non, au début, j'aurais pas osé. Au début, je n'osais pas même. Donc c'est lui qui vous a encouragé? En fait, c'est à force de lui demander, de lui dire, t'es sûr, ça te dérange pas si je vais à tel endroit? Tiens, tu sais, on m'a proposé ça. Et maintenant, je lui dis même plus, je lui pose pas la question. Je sais si on a quelque chose de prévu ou rien de prévu, et je lui dis, tiens, tel jour, je fais ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Et j'imagine que du coup, vous êtes beaucoup plus en sécurité dans votre couple et vous l'aimez beaucoup plus
Puisque vous l'aimez pour ce qu'il vous a apporté et pour ce qu'il est. Et non pas par idéalisation de ce que devrait être l'amour. Alors, l'aimer plus, je ne sais pas, honnêtement, parce que je pense que j'ai énormément aimé avant. Mais par contre, l'aimer mieux. Et même moi, être mieux avec moi-même et du coup être mieux avec l'autre. Et pas lui imposer non plus une pression sentimentale qu'au final, il n'avait pas demandé. Alors, il en a bénéficié, profité et abusé parfois, etc. peut-être. Mais moi, j'étais volontaire dans la démarche. Alors que là, je suis volontaire dans l'équilibre. Est-ce que vous sentez une différence dans qui vous êtes aujourd'hui par rapport à qui vous étiez? C'est-à-dire pas seulement sur le plan de l'autonomie et tout ça, mais est-ce que vous rayonnez différemment? Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez changé physiquement, peut-être... J'aimerais que vous nous racontiez un peu les conséquences de cette sorte de prise d'autonomie et de sécurité dans la relation. Alors, moi, j'en ai pris conscience, mais après. Et en fait, ce sont mes amis qui en ont pris conscience avant moi. Voilà. Et en fait, quand on s'est séparés, une meilleure amie qui m'a dit, je t'ai vu au cours des années, parce qu'elle m'avait connue avant. Et elle m'a dit au cours des années, et ça a duré quand même plus de 20 ans, et elle m'a dit, je t'ai vu t'éteindre. Ah, voilà. Et elle dit, là, tu reprends, tu revis et tu redeviens rayonnante. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Très bien. Et alors, juste une petite question pour aider ceux qui nous écoutent peut-être à réagir aussi par rapport à eux-mêmes. Quelle est la petite chose peut-être que là où l'a appuyé, qui a fait un petit peu mal, mais que vous avez pu découvrir et peut-être justement guérir? J'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête. Je dirais plus peut-être sur le fait que je m'empêchais certains projets. Et que là, justement, cette autonomie, on va dire, ressort. Et que quand j'ai pu lui dire, tiens, j'aurais bien envie de ça, etc. Alors, il n'est pas très accompagnant, on va dire. Mais je sais qu'il est là. Je sais que je sais qu'il est là. Et le fait que j'y prenne du plaisir, je vois à travers ses yeux que ça lui fait plaisir que je me réalise, en fait. D'accord. C'est magnifique. Donc on revient à ce qu'on disait au début, hein. Donc ça vous a renforcé dans la confiance en vous et c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre, parce que vous parliez de ce besoin de soutien inconditionnel, Guillaume de Brébisson, mais c'est vrai qu'on a besoin que l'autre sache, ait confiance en nous pour qu'on puisse prendre confiance en nous. Oui, c'est exactement ça. Il y a une phase dans la vie du petit enfant, alors je m'excuse parce que ne prenez pas ça pour une comparaison, mais il y a une phase dans la vie du petit enfant, vous savez, où il lâche la main de papa ou maman pour aller courir dans la rue. Et où là, en fait, ce dont il a besoin, cet enfant, c'est de savoir, premièrement, qu'il peut aller courir dans la rue, deuxièmement, qu'il peut se retourner, qu'il retrouvera papa ou maman et qu'il sera bien accueilli. Et c'est cette dynamique de découverte et de sécurité qui est très forte, très profonde et dont on a également besoin dans le couple. Et ce que j'entends pour vous, Karen, c'est que justement ça, vous l'avez, et probablement ça doit vous sembler très épanouissant, votre relation actuelle, et très sécure, quoi. Je crois que ça ne fait aucun doute. La petite fille est devenue une femme. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Karen. On se retrouve pour le Love Conseil, comment améliorer la communication. Aujourd'hui, avec Guillaume de Brébisson, nous parlons de la vie à deux. Un véritable parcours initiatique qui nous permet de mieux nous découvrir. Venez apporter votre témoignage au 08 126 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Guillaume de Brébisson, on va parler de la communication, comment l'améliorer, parce que c'est vrai, hein, la vie à deux, c'est forcément de temps en temps conflictuel, hein, on est forcément de temps en temps pas d'accord, c'est pas très grave. En revanche, si on ne sait pas communiquer, les petits conflits ne vont pas être évacués, et au fil du temps, il y a des rancœurs qui s'accumulent, hein, ça, vous le savez par cœur, vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Et la grave erreur consiste chez beaucoup de couples à confondre parler et communiquer.
Parce que parler, raconter n'importe quoi, c'est pas communiquer. On peut parler beaucoup, c'est pas pour cela qu'on sera réellement en train de communiquer. La communication, ça consiste à être entendu et compris l'un et l'autre. Alors bien sûr, c'est tout aussi important d'écouter son partenaire et de s'assurer que l'on a compris ce qu'il avait à nous dire. Et je crois qu'il y a vraiment 4 règles dans la communication. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. C'est pas parce que il nous aime qu'il nous comprend. Ou qu'on l'aime c'est même souvent parce qu'il nous aime qu'il ne nous comprend pas. Et c'est pas parce qu'on l'aime qu'on le comprend, hein, l'inverse c'est vrai. Mieux vaut dire ce que l'on ressent plutôt qu'imaginer ce que l'autre nous reçoit 5 sur 5. Oui, c'est essentiel. Voilà. Oser dire non quand une proposition ne nous convient pas et oser donner son point de vue, en d'autres termes, oser s'opposer, hein, c'est pas si simple. C'est bien important. Et vérifier que votre message, surtout s'il est très important, qu'il a bien été reçu. Hein, l'accusé de réception. Et c'est souvent très compliqué cet aspect-là. Mais c'est pourtant les 4 règles qui, si elles sont respectées, en principe la communication est à peu près correcte. Normalement, oui, je suis tout à fait d'accord avec ces règles-là. Alors, effectivement, en thérapie de couple, je reçois beaucoup de couples qui me disent « mais on communique beaucoup ». Et peut-être qu'ils parlent, comme vous disiez tout à l'heure, mais ils ne se comprennent pas et souvent ils ne s'écoutent pas jusqu'au bout. Et je pense que vraiment la première règle, c'est de laisser l'autre finir sa phrase. Alors si mon épouse m'écoute, elle doit ricaner un petit peu parce que je la laisse pas toujours finir la sienne. Mais enfin, c'est ce qu'il faut faire, laisser l'autre finir sa phrase. Et puis, comme vous venez de le dire, s'assurer qu'on a bien compris. Pour s'assurer qu'on a bien compris, il y a une chose toute simple qu'on pratique souvent en thérapie de couple, qui est de répéter. Bien sûr. Répéter. Ouais, ce que tu me dis, c'est donc que, et puis on reprend les mêmes mots dans le même ordre, c'est-à-dire que vraiment on répète. Et là, on peut être d'accord sur quelque chose. Et une fois qu'on est d'accord sur ce point-là, eh bien on peut avancer sur un autre, et sur un autre, et sur un autre. Et si on n'est pas d'accord, il faut bien se dire qu'on a le droit d'avoir chacun une vérité différente. C'est pas pour autant qu'il y en a un qui détient la vérité, et donc il faudra trouver une vérité entre les deux. Et c'est tout le problème du conflit qu'il faut résoudre. Et je pense que vous l'avez dit, c'est fondamental de pouvoir dire non. Alors, on peut dire non gentiment. Non, c'est pas forcément... Mais on dit pas non à la personne, on dit non à la proposition. On dit non à la proposition. On est bien d'accord. Mais ne pas dire non, à l'inverse... c'est se dire non à soi-même. C'est dire non à soi-même et c'est très dérangeant pour l'autre parce que finalement, il ne sait pas qui il a en face de lui. Ou d'elle. Si on accepte tout, ça veut dire que on est sans frontières, qu'on est confus, que quelque chose on ne sait pas qui on a avec soi, quoi. Donc c'est mieux de se positionner clairement, gentiment, et effectivement, sans pour autant rejeter l'autre. Voilà. Et si on ne sait pas accepter que l'autre nous dise non, il faut travailler sur ce qu'on appelle la frustration. Voilà. Là, il y a un petit travail à faire. Et un gros travail. Tatiana est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Bonjour Tatiana. Donc vous êtes en couple... Je suis un peu émue de vous avoir parlé. Oh, non, ça va très très bien se passer. Vous êtes en couple depuis 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis 25 ans, j'ai eu une première expérience de couple pendant 8 ans. Et là, maintenant, avec mon deuxième conjoint, ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Alors, je dis pas que ça n'a pas toujours été facile. Mais comme je dirais, on a su traverser les épreuves et je pense que notre couple nous fait grandir l'un et l'autre. On apprend chaque jour davantage sur soi. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce couple qui vous a surpris sur vous-même ? Ce qui m'a surprise moi-même, ça m'a donné l'opportunité de travailler sur... de m'améliorer en fait davantage, de grandir, surtout d'améliorer ma maturité et ma communication. Je pense que c'était vraiment ça qui par moment pêchait dans qui nous a mis un peu en difficulté. C'est-à-dire que vous aviez
Vous aviez du mal au début à parler de vous, à dire ce que vous ressentiez, ce que vous aviez envie, c'est ça? Non, au contraire. C'est que j'avais pas du mal à parler de moi, c'est que j'imposais en fait D'accord. mes besoins. C'est-à-dire que l'autre devait répondre en fait à mes propres besoins. D'accord, vous aviez vraiment besoin qu'il réponde à vos besoins. Oui, bien sûr. Voilà. Et j'attendais que ça soit effectivement qu'il vous répare. Mon conjoint qui me répare. Et il m'a fallu du temps pour donc j'imagine Tatiana qu'à un moment donné vous avez été très déçue. Vous avez dû dépasser la déception. Et ça c'est très important parce que c'est souvent le cas dans un couple à un moment donné. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme il répondait pas forcément à mes besoins. J'ai perdu aussi un peu j'avais pas très confiance en moi. Et c'est avéré qu'à un moment donné, j'étais très certainement en colère et triste. Et quand quelqu'un s'est un petit peu plus intéressé à moi, j'ai un petit peu, je suis partie voir un peu ailleurs. Et c'était pas forcément. Je me suis bien rendu compte que c'était pas la solution et que c'était pas ça que je recherchais. Il l'a su ou pas? C'est là où ou bien sûr, oui, ça a été, oui, il l'a su et on a su traverser. Il a su vous pardonner et vous. Oui, ça a été là. Oui, mais en même temps, on travaille beaucoup l'un et l'autre. Oui, c'est là où on a appris à communiquer ensemble. Et je pense que ça vous a donné confiance en lui et vous l'avez. Et lui, pareil. Oui, ça nous a appris beaucoup de choses sur l'un et l'autre. Et du coup, on a pu travailler sur notre couple, c'est-à-dire savoir écouter aussi les besoins de l'autre et comprendre aussi qu'on n'était peut-être pas forcément tout le temps au même endroit. Moi, de comprendre aussi qu'il avait besoin d'avoir aussi ses espaces à lui et que c'est pas parce qu'il faisait pas forcément tout avec moi qu'il ne m'aimait pas ou qu'il m'abandonnait. Il a fallu que je travaille là-dessus et trouver moi aussi mon autonomie. Et vous êtes fait accompagner à ce moment-là, Tatiana? Vous dites on a travaillé, mais vous avez travaillé tout seul ou vous étiez accompagné par un thérapeute? Moi j'ai travaillé toute seule en fait, parce que lui non. Et aujourd'hui c'est toujours un petit peu. Moi j'ai avancé là-dessus. Lui n'a pas fait de travail. Il a fait son travail tout seul. Mais moi j'ai eu ce besoin de me faire un petit peu accompagner pour comprendre qu'il avait besoin lui aussi, qu'en fait c'était pas un désamour lorsqu'il avait besoin d'être seul ou qu'il partageait pas forcément qu'il ne faisait pas les choses tout le temps avec moi. Et c'était il y a longtemps cette histoire-là? Oui, c'était maintenant ça va faire 10 ans. Mais ce qu'on imagine, Tatiana, dans ce que vous racontez, vous allez me dire si c'est vrai, c'est que vous étiez certainement plus blessée que lui dans votre estime de vous-même. Lui devait être quelqu'un d'assez sécure. Oui, très indépendant et très sécure, c'est vrai. Oui. Et il a pas su. Besoin de... Et donc, quelque part, sa sécurité, elle a rejailli sur vous, puisqu'il a su rester présent malgré votre erreur. Voilà, c'est ça. En fait, le fait qu'il soit resté, moi, ça m'a permis de me sentir plus en confiance. Il a renforcé, ma confiance. Il m'a pas abandonné, et ça a renforcé du coup notre relation, notre couple. Et aujourd'hui, et ça a peut-être guéri votre blessure d'abandon. Alors ça l'a guéri en partie. Oui, mais je sais que j'ai encore un petit peu de chemin à faire, parce que là aujourd'hui on traverse à nouveau une épreuve, alors puisqu'en fait on m'a déclaré un cancer du sein. Et je me rends compte que il peut pas toujours répondre non plus à mes angoisses, mes peurs, à mes besoins. Et j'ai aussi ce travail de traverser de temps en temps où j'ai cette sensation de me retrouver seule et où je lui en veux de ne pas être tout le temps avec moi dans cette épreuve.
C'est super que vous ayez eu la première épreuve il y a une dizaine d'années, parce que là, vous pouvez vraiment vous raccrocher à quelque chose que vous connaissez de vous-même et de lui, et vous souvenir qu'il vous a rechoisi en restant avec vous, et que très probablement, il lâche pas, et donc vous pouvez par moment, malgré tout, vous abandonner ou savoir que vous êtes en sécurité avec un homme qui vous aime pour de vrai, enfin, parce que c'est ça l'amour, c'est dépasser les épreuves ensemble, même quand on est remis en question par l'épreuve, et c'est ça qui est difficile. Mais je crois, Tatiana, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'épreuve que vous traversez, parce que c'est toujours une épreuve, une maladie et notamment un cancer, je crois que l'épreuve que vous traversez, il faut que vous arriviez vous-même à en mettre du sens et à vous accueillir, si je puis dire, dans votre vulnérabilité. De manière à ce que vous n'ayez pas besoin de projeter votre angoisse sur l'autre. Parce qu'au fond, cette angoisse que peut-être il pourrait vous abandonner dans cette épreuve, c'est à mon avis une angoisse qui vient aussi de votre angoisse profonde, parce que quand on traverse cette épreuve, il y a forcément de l'angoisse. Oui, parce que ça remet en cause quand même sa féminité. Mais totalement, absolument. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on perd les cheveux, parce que cancer du sein, c'est le sein, donc c'est aussi une part de ma féminité. Et le regard de l'autre et plus spécifiquement de mon conjoint, sur moi, sur mon corps. Je suis bien d'accord, mais je crois... Et sexuellement, c'est aussi, c'est pareil, ça remet aussi en cause une relation sexuelle, où c'est compliqué pour moi d'en avoir ou de lâcher prise, parce que je suis plus comme avant, quoi. J'ai pas mes cheveux, ça me dérange. Vous avez peur que votre compagnon vous quitte ou pas? Non, non. Et alors vous avez peur de quoi? De plus lui plaire ou qu'il ne vous regarde plus? Oui, c'est ça. Est-ce que vous le lui avez dit? À petite voix. Moi, je vous invite, quand vous pourrez, à le regarder bien dans les yeux un soir ou un moment où vous êtes bien tous les deux ensemble, et à lui dire, tu sais, j'ai peur que tu ne me regardes plus comme avant, ou j'ai peur que tu m'aimes moins, enfin, avec vos mots à vous, ou avec votre peur à vous. Mais je crois que c'est très important que vous puissiez exprimer votre peur très simplement, et puis écoutez ce qu'il a à vous dire à ce sujet-là. Et puis Tatiana, de toute façon, c'est une épreuve qui fait que vous ne serez plus la même. Dans le sens où, de toute façon, on en ressort différente. Et parfois, beaucoup mieux. Et ça, c'est... ce que je dis, c'est que je dis il y aura un avant et un après, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Absolument, absolument. Et je crois que... C'est douloureux de dire ça, parce que autant je vois pas encore forcément le côté positif quand je dis ça. C'est pour moi, je le dis avec regret. Ce avant, pour le moment, il y a quand même... ça résonne en regret, en fait. J'aimerais pouvoir récupérer ma vie d'avant. Non, mais Tatiana, quoi qu'il en soit, quelle que soit la force qu'on a, le futur, quand il faut renoncer à ce qui était avant, il est toujours angoissant. Quel que soit, que ce soit parce que c'est la ménopause, que ce soit parce qu'on traverse une rupture, parce qu'on traverse une maladie, c'est toujours angoissant de se dire je ne serai plus ce que je suis. Donc c'est normal ce que vous traversez, et c'est bien de pouvoir l'exprimer. Donc je pense que vous avez la possibilité de vous en sortir mieux, parce que vous avez su le dire. Et vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Donc en fait, faites-vous confiance. Vous allez traverser ça très bien. Je pense que, comme le dit Brigitte, je pense que peut-être une idée, ce serait de lâcher l'idée que vous faisiez de vous-même autrefois, parce que le changement, il est déjà là. Vous avez déjà changé, vous n'êtes déjà plus la personne d'hier ou d'avant-hier.
Merci en tout cas. Merci beaucoup, Tatiana. Au revoir, Tatiana. Et bon courage. Bon courage à vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous, sexothérapeute, et je rappelle également qu'on peut trouver votre livre « Je fais le bilan de mon couple » sur Amazon ou aux éditions de l'Université de l'Amour, donc sur le site universitédelamour.fr. Qu'est-ce que nous apporte le couple? Comment il nous aide à grandir? C'est ce que l'on voit aujourd'hui, et on va voir avec Flora ce qui s'est passé pour elle. Bonjour Flora. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Florent. Alors, moi j'ai la cinquantaine aujourd'hui, je suis avec mon mari depuis l'âge de 20 ans, donc on a fait famille, avec plein de projets au départ, voilà, donc du coup on a évolué ensemble avec des projets similaires au départ. Après les enfants ont fait que, après être devenu couple, on est devenu parents, donc les choses aussi ont bougé, le positionnement aussi, on partage, on devient moins égoïste, on se projette. Alors ça, est-ce que c'est d'être parent qui rend moins égoïste ou le couple? C'est peut-être d'être parent, non? Oui, voilà, c'est ça. Plutôt, d'être d'abord, oui, tout à fait. Du coup, on pense on pense pour les autres, on est moins autocentré. Et c'est ce qui est très bien aussi, ça nous ouvre aux autres. Voilà, après les difficultés, le chômage. Alors, est-ce que justement, quand vous êtes devenu parent, est-ce que ça a amélioré la communication ou ça a au contraire renforcé les conflits? Parce que ça, c'est une étape qui peut apporter l'un ou l'autre. Oui, non, au contraire, on était tellement heureux que finalement on a tout mis sur cet enfant. C'est le premier en plus, donc du coup c'était une fierté pour nous, c'était un accomplissement aussi. D'accord, donc ça a renforcé le couple. Complètement, avec plein de projections, voilà. Du coup, j'ai eu cet enfant, mon fils a été malade, on a suspecté une méningite. Du coup, tout a été revu et repensé, c'est-à-dire toutes les projections qu'on avait, les priorités de faire des travaux dans cette maison qui faisait famille. Du coup, ça nous a recentré sur d'être ensemble, de profiter au maximum. Voilà. Ça fait donc l'épreuve vous a également rapproché, si j'entends bien. Oui, exactement. Et on a revu nos valeurs aussi. On a revu nos priorités. Voilà. Par la suite, moi, j'ai été licenciée. Donc là, ça a été très très compliqué parce que ça a été soudain. Je me sentais en insécurité. Bien sûr. Et mon mari n'a pas trop été à l'écoute à ce moment-là parce que dans les travaux de la maison, malgré tout, il continue d'avancer, lui, et puis moi, j'étais freinée des quatre fers. Et du coup, je me suis mise à douter de moi. J'ai priorisé d'autant plus les enfants, donc je me suis un peu éteinte, effacée aussi. Du coup, j'ai pris un congé parental et je me suis un petit peu endormie. Et je n'ai plus existé, professionnellement parlant. Voilà. Et vous est-ce que vous en avez voulu à votre conjoint ne pas se rendre compte justement de ce qui vous arrivait, ou est-ce que vous êtes renfermé? Qu'est-ce que ça a provoqué? Oui, alors du coup, pour pas trop penser, je me suis moi aussi mise à faire des travaux de manière à être utile quelque part. Voilà. Parce que j'étais commerciale, je passais d'un travail où j'étais très sollicitée, très convoitée, à plus rien, quoi. Tu es là, tu vas le faire parce que tu travailles pas, toi. Du coup, voilà. Donc, pour moi, ça a été très compliqué. Oui, mais justement, j'entends bien, c'est difficile parce que vous étiez hyper active, tout d'un coup vous êtes sur la touche, mais qu'est-ce que vous avez ressenti vis-à-vis de lui par rapport au fait qu'il ne s'en est pas tellement rendu compte? Mais peut-être que vous ne lui avez peut-être pas beaucoup expliqué à quel point vous vous sentiez sur la touche. Oui, aussi, c'est vrai.
Ça c'est vrai parce que j'en ai voulu et du coup je l'ai pas verbalisé non plus, hein, donc c'est pour ça que ça je l'ai gardé au fond de moi, voilà. Et j'ai continué tant et si bien qu'après par la suite j'ai fait des formations et on m'a dit vous êtes en couleur madame, vous comment vous allez faire avec 2 enfants en bas âge pour intégrer cette formation, et du coup je me suis dit mais c'est là ou jamais quoi, donc j'ai dit ben non, écoutez, ils ont jamais mangé de boîte en conserve de conserve, justement maintenant, la vie va changer, ils vont fonctionner autrement et ils ont été très surpris parce que je voulais m'affirmer et me dire que c'était possible, les autres le faisaient, voilà. Donc du coup, cette formation a été salvatrice pour moi. Bien sûr, je suis partie dans le soin, bien sûr, encore une fois, je continue et je m'y suis épanouie. Et là, dernièrement, on parlait de maladie, on m'a diagnostiqué un micro-adénome au niveau cérébral et du coup, les choses ont changé. Justement, j'avais l'impression de me retrouver à cette période où justement j'ai perdu mon travail, où il n'y a pas eu trop d'écoute. Et là, par contre, j'ai verbalisé, j'ai dû avoir besoin de vous. Je ne sais pas où je vais. C'est vrai, je suis pas malade, je ne parais pas, je ne saigne pas. Je fais comme avant, je ne montre pas, mais j'ai peur de ce qui va se passer, donc j'ai besoin d'avoir des piliers et que vous soyez là pour moi. Voilà. Et là, vous avez du soutien de la part de votre mari ? Justement, j'ai compris. J'ai beaucoup réfléchi à ce déni-là, cette distance. En fait, on a un fonctionnement qui est, il ne faut pas se plaindre, il faut aller de l'avant. Et du coup, aujourd'hui, j'attends quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué, c'est pas notre fonctionnement. Est-ce que vous avez dialogué un peu ? Est-ce que vous avez échangé sur tout ça, sur ce que vous ressentez, sur cette absence oui, mais c'est lui qui ça peut même dans ce que vous dites, hein, quand j'essaye de comprendre quel fonctionnement il a lui, ça peut même le faire fuir un peu parce qu'il n'a pas l'air d'être apte. Oui, et puis apte à être un soignant justement. Hein, Exactement, tout à fait. C'est vous la soignante, c'est pas lui. Hein. Oui. C'est ça. Les rôles, je demande à ce que les rôles changent et c'est impossible. Hein. C'est impossible. C'est compliqué pour lui, oui. Voilà. Donc, je sais qu'il questionne son environnement, ses amis, sans m'en parler. Donc, je pense que il ne sait pas trop comment faire. Hein. Je pense qu'il serait bien, Flora, que vous compreniez ça et que vous lui demandiez de l'aide autrement. C'est-à-dire que moi, j'entends bien et je crois que sur un plan symbolique, c'est essentiel qu'il vous apporte de l'aide, mais il pourrait vous apporter de l'aide autrement. Par exemple, des services rendus par rapport... vous voyez, où vous achetez par exemple quelque chose de très très confortable pour que vous puissiez mieux vous reposer quand vous êtes dans le canapé. Enfin, vous voyez, des choses très concrètes, qu'il ait comme ça le sentiment qu'il fait quelque chose pour vous, parce que je pense qu'il vous aime, vous êtes un couple qui fonctionne bien, mais comme ça, il aura le sentiment de vous aider, mais il peut pas vous aider, je pense, en tant que soignant, quoi. Il me semble que c'est important et vous avez besoin, parce que maintenant vous avez su l'exprimer, donc vous avez besoin qu'il y ait du répondant à ce que vous avez demandé. Oui. Et je vois les enfants, c'est pareil, ils ne sont pas dans ça. Et je pense que je ne supporterai pas qu'on me demande tous les jours comment tu vas. Non, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez besoin d'identifier en fait les besoins que vous avez précisément, c'est-à-dire de vraiment faire ce travail d'identification de ce qui est nécessaire pour vous et ce qui vous fait du bien, et ensuite de faire des demandes précises. Et ça, en soi, ça va vous faire grandir, en fait. Oui, alors après, c'est vrai que moi je chemine énormément, j'étais pas du tout dans ça, dans la maladie, bien que je la côtoyais au quotidien, et du coup, ça m'a fait me projeter autrement, c'est-à-dire la maison, pour moi c'était super important, ça faisait famille, et aujourd'hui je me dis, c'est quoi, c'est qu'un morceau de pierre, du coup, la priorité c'est toi, c'est ta santé, c'est tu peux vivre autrement, et moi aussi ça m'a fait bouger aussi beaucoup, hein, sur les projections, et je leur ai dit, moi je vais avoir besoin de vous, si je suis pas accompagnée, je sais pas si je vais continuer, je pourrais pas, moi je préfère être seule, entre guillemets, que mal accompagnée. Oui, mais dire j'ai besoin de vous, c'est très bien, et je pense que c'est nouveau de votre part. Mais au-delà de j'ai besoin de vous, je crois que c'est important de dire comment, de quoi vous avez besoin précisément. J'ai besoin, comme le disait Brigitte à l'instant, j'ai besoin d'un fauteuil ou j'ai besoin de quelque chose, quoi.
Et puis si vous avez besoin d'être écouté, ce que je peux tout à fait comprendre, et de communiquer, je pense qu'à ce moment-là, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur du couple, évidemment. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que l'autre peut nous apporter dans les besoins essentiels qu'on a, et s'il y a des besoins essentiels qu'il ne peut pas nous apporter, il y a toujours moyen de trouver à l'extérieur du couple cette possibilité-là. On va se quitter le temps des infos. En tout cas, merci beaucoup, Flora, de votre appel. Et puis, on se retrouve après les infos, bien sûr. Aujourd'hui, avec Guillaume de Brébisson, nous évoquons ce que nous apporte la vie à deux et en quoi elle nous aide à grandir et à mieux nous découvrir. Vous souhaitez réagir? Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Guillaume de Brébisson aujourd'hui et on fait un peu le bilan du couple, ou plus exactement, on essaye de comprendre en quoi le couple nous permet de nous découvrir. J'aime bien cette expression, c'est un parcours initiatique. Et oui, entre le moment où on démarre une histoire et 10 ans, 20 ans après, eh bien, on évolue. En général, en mieux, sinon le couple ne dure pas de toute façon. S'il y a vraiment trop de difficultés, en général, il y a aussi des couples autodestructeurs, mais effectivement, heureusement, en général, soit on fait du surplace, soit on évolue pour le mieux. Et puis on a plein d'occasions qui se présentent à nous pour ça. Et je crois qu'il y a toujours un moment, et parfois c'est très longtemps après avoir débuté l'histoire, où il y a une remise en question profonde de finalement qu'est-ce que je fais avec cet homme, avec cette femme, qu'est-ce que j'y trouve, pourquoi ça me fait mal et d'où ça vient tout ça, quoi. C'est toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on peut d'ailleurs trouver les réponses dans ce livre que vous avez sorti. Je fais le bilan de mon couple aux éditions universitédelamour.fr. On continue avec Karine qui est avec nous. Bonjour Karine, merci de prendre la parole. Brigitte. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Alors moi j'ai 56 ans, mon mari fait 50 ans là cet été. Alors actuellement je suis en maladie suite à un problème, j'en avais évoqué une rémission, un problème de marche. Donc il s'est trouvé que je suis arrêtée maintenant depuis 4 mois. Donc il y a eu une remise en question parce que financièrement déjà ça change la donne. Oui, c'est un sujet aussi important, l'argent dans le couple. Complètement. C'est un sujet important. Et puis une prise de conscience comme quoi, quand il y en a un qui est plus affaibli que l'autre, la machine s'enraille et puis il faut réfléchir à d'autres solutions, à une autre façon de faire, à une autre façon de penser. Et c'est là qu'on s'est retrouvés pied au mur parce qu'en fait, je me suis moi personnellement rendu compte qu'on marchait tous les deux. Chacun son boulot, chacun son salaire, les parties communes, et après dès qu'il faut commencer à parler projet, etc. Et là ça coince parce que en ce moment c'est en stand-by. Donc ça a été très difficile à supporter par mon mari. Et puis aussi le fait que j'ai besoin qu'on m'aide pour me déplacer, que des fois il faut être un peu plus gentil avec moi, il faut être un peu plus à l'écoute. Donc là, ça a été une remise en question et je suis très heureuse que on ait pu faire cette remise en question et que j'ai suite à une bonne conversation, je me suis rendu compte que il s'est enfin rendu compte que j'avais besoin de lui et là maintenant j'ai le retour. Donc en tout cas, il y a des échanges quoi. Oui, en tout cas, vous semblez avoir su déjà exprimer vos besoins et ça c'est déjà un bon point parce que alors il a peut-être pas entendu tout de suite, mais visiblement vous avez su insister. Disons qu'à un moment donné, je suis tombée en pleurs et j'ai dit voilà quoi, c'est pas possible, j'ai besoin de toi, t'es là ou t'es pas là quoi, parce que dans ces cas-là, j'appelle ma famille, mes parents, et puis on décide de faire quelque chose. Parce que je suis vraiment dans une position en ce moment très vulnérable où chaque chose a une influence sur moi, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Bien sûr. Donc j'avais besoin vraiment d'une épaule sur qui m'appuyer. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, j'ai un mari, ça lui joue ce rôle. Est-ce qu'il va répondre présent ou pas? Et heureuse surprise, oui. Et je suis agréablement surpris d'ailleurs. Il prend des décisions. Là, il y a eu la fête des mères. Il a invité mes enfants sans que j'ai besoin de m'en occuper.
j'avais même pas suggéré cette possibilité-là, parce que je me suis dit, c'est pas moi qui vais pouvoir préparer, donc je vais pas demander cette année. Et là, ça s'est organisé sans moi. Oui, donc il a pris l'initiative. Exactement, il a cuisiné, ça vous fait plaisir. Cuisinier. J'étais contente, si vous voulez, parce que là, je me suis dit, tiens, ils sont présents, ils répondent présents. Je trouvais ça chouette, ça m'a émue. Et j'ai vu que finalement, mon couple, il évolue. Après, avec dos et débat, comme beaucoup de monde, hein. Et puis là, on a des projets. Vous voyez, on va aménager un van. On n'est pas les premiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la cinquantaine qui font la même chose que nous. Donc là, c'est un projet qu'on met en place, là. Bon, ça va aller moins vite que prévu. Mais c'est indispensable pour qu'on ait un projet en commun, que, si vous voulez, le couple fonctionne et que ça avance, quoi. Non, c'est bien, vous continuez de vous projeter et vous avez initié, vous avez initié le dialogue, quoi. C'est-à-dire que maintenant que vous vous êtes parlé de manière approfondie, vous savez que vous pouvez le refaire éventuellement. C'est ça, mais c'est surtout que, si vous voulez, j'ai pu voir ces possibilités, parce que jusqu'à maintenant, je lui demandais jamais rien. Donc c'est vrai que parce qu'on est dans la vie de tous les jours, vous savez, monsieur Guillaume, on vit chaque jour, et puis on regarde son voisin, on partage le même lit, on partage autre chose aussi, heureusement, sinon il n'y aurait plus de couple. Mais je veux dire, on ne rentre pas forcément dans les fondamentaux, parce qu'on n'a pas le temps, les journées s'enchaînent, les week-ends on ne les voit pas passer. Donc au final, on dialogue, mais pas tant que ça. On rentre pas vraiment. Et surtout, Karine, et votre témoignage me donne l'occasion d'insister sur ce point. Surtout, on pense qu'on n'a jamais tellement besoin de demander quelque chose à l'autre, parce que on est autonome, parce qu'on travaille, parce que et ça, je crois que c'est un peu une erreur, parce que quand on ose demander quelque chose à l'autre, non seulement on a généralement du répondant, parce que les hommes, si on leur demande quelque chose, ils ont envie de faire plaisir. Je suis assez positif. Oui. Non, mais je crois. Mais par contre, il faut leur demander, parce qu'ils n'ont pas toujours. Ça vient pas d'eux-mêmes. C'est pas tellement. Et comme beaucoup de femmes n'osent pas demander, eh bien, finalement, on passe à côté de cet échange qui est très valorisant pour l'un comme pour l'autre, parce que vous avez eu le courage de demander et vous avez été ému de recevoir. Et je suis sûre que lui, ça lui a fait du bien aussi sur le plan narcissique d'être présent. Se sentir utile, ouais. Et exactement. Bon, et puis les projets, donc du coup là, il faut savoir que quand on rentre dans la cinquantaine, on n'a plus les mêmes pensées que quand on a 30 ou 40 ans. On s'approche de la retraite, donc c'est là qu'on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire après. Et c'est là qu'on se rend compte si on est vraiment fait pour être ensemble, parce que si on n'a pas des projets en commun, on n'a pas une vision... c'est très juste. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Parce que moi, vous voyez, il est antillais, il est d'origine martiniquaise. Donc c'est vrai que si j'ai pas cette optique de me dire que je vais envisager un peu d'aller là-bas, même y habiter ou y aller en vacances ou 6 mois de l'année, c'est là que il y a une remise en question, parce que si on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes visions, pourquoi rester ensemble ? C'est ça. Il y a vraiment, j'aime bien vos termes et votre manière de parler de la vision. Moi, je vous invite, puisque vous avez ouvert le dialogue maintenant, à éventuellement prendre un petit temps tous les deux pour réfléchir ensemble. Ça serait quoi notre vision pour les 20 ans à venir, quoi, quelque chose comme ça. Ah, mais déjà, c'est ce qu'on a fait là. Justement, formidable. Et alors ? Oui, alors là, on va aménager un van. Parce que cet été, vu qu'on faisait de la moto, si vous voulez, et vu que ma santé me permet pas de monter sur une moto, il va vendre sa moto pour qu'on aménage un van pour au mois d'août. Nous, on habite au Midi, vous savez, on est dans le sud de la France, on a la chance. Donc, de pouvoir un peu balader et aller voir mes parents qui sont en Vendée. Du coup, on est indépendants. Et ça lui plaît bien parce qu'il est très bricoleur. Donc, je m'étais dit, le temps que je suis malade, c'est vrai que c'est pas drôle. Au moins, vu qu'il est bricoleur, il va passer ses samedis à bricoler. Il est menuisier charpentier, donc si vous voulez, il fait de la menuiserie. Donc du coup, ça va l'occuper les week-ends. Et puis, il aura comme objectif qu'au mois d'août, si on va aller se balader, faut qu'il ait avancé le projet. Très bien. Donc, je me dis que tant qu'il va s'occuper de ça, il va pas trop se focaliser sur ce qu'il peut pas faire avec moi et sur ce que j'ai. Et moi, je me projette en me disant qu'au mois d'août, je vais aller me balader. Donc on est gagnants tous les deux finalement.
Mais ça, c'est une belle façon de traverser une épreuve, de la positiver en quelque sorte. Et ben bravo, Karine. Brigitte, si je veux que ça avance et qu'on reste ensemble et que ce soit positif, que j'essaie de tourner la chose positivement. Je me dis que il devait partir aux Antilles, il part pas. Il fait l'effort de rester là pour moi. Donc je me dis, en compensation, on va faire ce projet de van que c'est son bébé, enfin c'est son projet. Et comme ça, tout le monde est gagnant. On va quand même pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est formidable votre manière de faire. J'aime beaucoup cette façon de dépasser l'épreuve en trouvant un système pour que justement tout le monde soit gagnant. C'est ça la puissance du couple, c'est exactement ça. Bravo. Oui, que tout le monde en prenne de la graine, comme on dit. Merci Karine, merci vraiment. On fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Norauto. Au fait, tu devais pas faire le montage ? Bah si, c'est fait. Je suis allé chez Norauto ce matin. Non, mais je parlais du montage des vidéos de vacances. Ça fait 6 mois. Et moi, je te parlais du montage remboursé chez Norauto sur les pneus Goodyear. Le montage est remboursé ? C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Jusqu'au 9 juin, votre montage est remboursé pour tout achat de pneus Goodyear chez Norauto. Avec des offres comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024. Conditions en centre et sur norauto.fr. Sud Radio, à Morlaix, en DAB+. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Guillaume de Brébisson qui est avec nous, sexothérapeute, et on évoque justement le couple, la difficulté de grandir ensemble, parce que c'est tout ça le couple. Hein, c'est une lutte d'ego, c'est des blessures d'enfance qui sont réactivées par parfois simplement une remarque de l'autre. Et on a eu beaucoup de femmes jusqu'à présent, mais heureusement il y a aussi des hommes qui peuvent témoigner, n'est-ce pas? Bonjour Vidémo. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Eh bien, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez découvert grâce au couple, vous, Vidémo? Eh bien, nous sommes un couple marié depuis le 9 août 1986, bientôt 39 ans, et mon épouse était issue d'un petit village du Portugal, et en ce temps-là, la virginité était nécessaire pour se marier. Les femmes le respectaient, mais pour moi aussi, ça fut une première. C'était ma première femme, ma première expérience. Et je l'avoue, ma nuit de noces a été un fiasco complet. Oui, mais c'est normal. Moi seule, elle trouvait du plaisir, elle n'a ressenti que de la douleur. Et on a mis ça sur le compte qu'elle perdait son hymen et que c'était ça qui faisait que ça se passait comme ça. Mais les jours passaient et elle ne ressentait toujours pas de plaisir. Elle a commencé à culpabiliser, elle a dit que ça venait d'elle, mais je l'ai rassurée tout de suite. Je lui ai dit non, le principal responsable c'est moi, parce que je ne me connaissais pas assez et je ne te connaissais pas assez. Il faut qu'on commence à se connaître davantage avant d'aller plus loin. Et je me suis dit, c'est que je n'étais pas un éjaculateur précoce, mais je n'étais pas assez endurant. Et là, j'ai remis en question tous mes principes et je me suis dit, il faut que je m'améliore dans les préliminaires. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que dès le début, sur la sexualité, vous avez communiqué. Tout de suite. C'est assez exceptionnel quand même. Hein. Et puis l'homme qui se remet en question dès le début, c'est exceptionnel aussi. Ouais. C'est gentil à vous, mais on était sur la même longueur d'onde de toute façon. Et j'ai commencé donc à chercher à stimuler le mieux avant toute pénétration. Et j'y suis parvenu. Et quand je l'ai sentie vraiment réceptive, là, je me suis permis de la pénétrer et à chaque fois, ça aboutit à l'orgasme. Il y avait certaines fois où ça bloquait, mais très rares fois. Mais je me suis pas contenté de ça. Au départ, c'était moi qui lui demandais de faire l'amour, mais depuis, c'est elle qui me le demande et j'en suis ravi. Alors c'est rigolo parce que là vous parlez beaucoup de sexualité, mais comment vous vous êtes découvert sur un plan de vos personnalités justement? D'abord, vous êtes marié parce que c'était un coup de foudre ou parce que vous étiez... Ce fut un coup de foudre, mais je l'ai fréquenté pendant 2 ans. On se revoyait pendant les grandes vacances, puisqu'elle était dans son village natal et moi je travaillais ici en France. Mais on a continué à se fréquenter par lettres et là. Et on se revoyait, on passait le mois ensemble pendant 2 ans et on a fini par se marier.
C'est rigolo parce que dans ces années-là, on pourrait penser que ça n'existait plus, mais ça existait encore. On s'écrivait déjà. Et alors, j'imagine donc vous l'épousez, vous êtes encore très très jeune, vous savez pas vraiment qui vous êtes, je suppose. Oui, et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même grâce à elle? Mais justement, je ne pouvais pas la mettre en question elle, alors que c'était moi qui ne lui donnais pas ce qu'elle voulait. Non, mais je parle. Essayons d'élargir le sujet. Au-delà de la sexualité. Est-ce que vous vous êtes découvert, je sais pas moi, un peu plutôt généreux, plutôt radin, plutôt curieux, plutôt dominant, parce que c'est ça aussi Non, je cherchais à trouver l'équilibre entre elle et moi, entre ce qu'elle voulait et ce que je pouvais lui donner. Et je l'ai analysé. Donc plutôt soumis finalement. C'est plutôt vous qui aviez envie de vous adapter à elle que le contraire. Mais oui, de toute façon, je ressentais toujours du plaisir quoi qu'il arrive. Donc il a fallu, c'est que je m'adapte afin de lui donner du plaisir en conséquence. J'ai cherché à lui donner beaucoup, mais j'ai récolté davantage. Donc vous avez découvert une personnalité très altruiste, si on veut utiliser un mot positif. Oui, mais elle était très ouverte à ce que je lui proposais. Et écoutez, quand un homme propose ce qu'une femme a envie, je conçois qu'elle était très ouverte. Excusez-moi, elle aurait été bien difficile de ne pas être satisfaite. Oui, mais si vous voulez savoir plus, c'est que là, après, on parvenait à l'orgasme à chaque fois et c'était fortuit. Mais vous êtes un obsédé sexuel, Vidémo. Je vais vous dire une chose. Non, je ne suis pas obsédé sexuel. Mais vous parlez que de ça. Je suis. Bon, alors je vais vous dire, peut-être que vous allez me prendre pour un obsédé sexuel. Depuis tout petit, depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à me masturber. Et jamais je n'ai arrêté. Je n'ai jamais arrêté la masturbation. Et d'ailleurs, pour moi, si tous les hommes faisaient autant de masturbation que je ne le pratique, il y aurait moins de violence au monde. Et je suis très ouvert à la conversation. Je lui en ai parlé, je ne lui ai pas caché que je me masturbais, elle le sait très bien. Mais ça ne m'empêche pas de faire l'amour à chaque fois qu'elle me le demande. C'est-à-dire, je peux m'être masturbé dans l'heure, elle me demande et je suis réactif et je réponds à sa demande. Vous voyez ? Donc vous vous entretenez, c'est bien, c'est super. Oui, mais là, je ne me suis pas arrêté. J'avais déjà mon plaisir. Elle avait son plaisir. J'ai voulu aller plus loin. Je crois qu'on n'arrivera pas à lui faire parler d'autre chose que de leur sexualité. C'est pas la peine. Ce que j'entends, c'est votre désir de satisfaire votre femme. C'était un désir d'être à son écoute, d'être avec elle. Et ça, je trouve ça très beau. Oui. C'est magnifique. Oui. Alors, j'imagine que si ça se manifestait comme ça dans votre sexualité, peut-être que ça se manifestait aussi dans d'autres aspects de votre vie, pas uniquement la sexualité. Mais on s'entend pour tout. On est vraiment à l'unisson dans tous nos rapports autres que le sexe. Nous faisons partie d'une association, nous allons régulièrement, on y danse les samedis soirs, les dimanches. Vous êtes un couple très, très fusionnel, sans doute. Oui. Mais vous avez rencontré des épreuves depuis 39 ans, j'imagine Bien sûr, il y a eu des petits moments de crise, on parlait de séparation, il y a eu notamment après avoir eu nos 2 enfants. Oui, bien sûr. Et mon métier, j'avais changé de branche et ça me prenait un peu plus. Je sortais tôt le matin, je rentrais tard le soir et là, c'était dispute en rentrant parce que je rentrais fatigué, je prenais ma douche, je mangeais et je me couchais. Oui, elle n'existait pas assez à travers vos yeux à ce moment-là. En tout cas, c'est le sentiment qu'elle avait. Et vous avez réussi à dépasser tout ça ? Oh oui, tout à fait. Oui. Bon, formidable. Merci en tout cas, Vidémo, de votre témoignage. On va se quitter un court instant. On va se retrouver pour le Sexo Conseil. On va parler du CUNY, justement. Quelles sont les erreurs à ne pas faire ? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent, évidemment. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil.
Eh bien, on va aborder les erreurs lors d'un cunilingus. Guillaume de Brébisson, c'est le sexo-conseil du jour. Alors, je crois que la première erreur, c'est de vouloir faire un cuni alors que la situation ne s'y prête pas. Il faut d'abord être sûr que la femme est capable de débrancher, ça veut dire d'enlever les pensées parasites. Elle doit être libre, sans penser éventuellement aux tâches à accomplir. Donc, n'entreprenez pas un cuni une demi-heure avant que les invités arrivent, parce que là, je pense c'est une mauvaise idée, ça. Oui. On est d'accord, elle sera absolument pas apte à être réceptive. Et puis, je crois qu'il y a une chose qui est importante aussi. Je crois qu'il faut que la femme soit sûre que l'homme aime faire un cuni. Sinon, elle aura du mal à se laisser aller. Et ça, c'est peut-être une chose qui est importante. Si vous ne faites ça qu'à contre-cœur, c'est pas la peine de le faire. Prenez à ce moment-là peut-être un jouet et puis ça fera beaucoup mieux l'affaire. Et ensuite, il faut que la femme soit à l'aise dans son corps. Il y a des femmes qui sont très complexées, qui ont donc forcément plus de mal à jouir. Et donc là, à ce moment-là, on peut l'aider, par exemple, à rester un peu sous le drap si elle a des complexes avec son corps. Enfin, il y a des choses aussi à comprendre. Bon, une fois toutes ces précautions prises, eh bien, il faut se rappeler que lentement mais sûrement convient mieux que tout de suite, droit au but. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller se jeter sur le clitoris. Il faut plutôt d'abord aller aux alentours. Et puis, c'est d'autant plus important si la femme tente d'échapper à votre langue. C'est certainement que vous êtes un peu trop vif, un peu trop brutal. Ensuite, moi je trouve aussi qu'il faut essayer toujours aussi de surprendre, de changer un peu de technique. Si vous n'êtes pas très précis, je crois que c'est bien aussi de voir un dessin de la vulve et de visualiser mieux à la fois le clitoris, le capuchon, les petites lèvres, les grandes lèvres, voilà. Et puis ensuite, soyez aussi réceptifs à la manière dont elle réagit. Alors je sais qu'il y a des femmes qui réagissent plus que d'autres, il y a des femmes qui vont mieux communiquer que d'autres. Mais si vous êtes très concentré sur ce que vous ressentez et sur ce qui se passe, a priori, ça devrait très très bien fonctionner. Oui, encore, il ne suffit pas de faire un cunilingus, encore faut-il regarder l'effet du cunilingus sur la personne concernée. Le but, c'est quand même de l'amener à l'orgasme, sinon c'est qu'il y a quand même... c'est un peu raté, on est bien d'accord. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Brigitte. Oui, allô ? Oui, on vous entend, allez-y. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Oui, donc le sujet est intéressant parce que en effet, la vie de couple est un révélateur de soi-même finalement, puisqu'on est un peu en vase clos avec une autre personne et qu'on peut pas trop s'échapper. Je dirais dans les autres relations humaines que l'on a en général, l'amitié ou autre, on a des solutions de contournement lorsqu'on a un irritant de fond et en plus on n'est pas trop dans l'intimité. Alors que dans le couple, je dirais l'évitement ou se dire je fais la croix dessus puis c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est souvent une impasse. Vous avez raison, c'est très important ce que vous dites. C'est en effet, il n'y a pas d'échappatoire. Un ami, s'il nous a un peu déçus ou si on n'est pas d'accord, on dit c'est pas grave et puis le lendemain on oublie et c'est fini. Tandis qu'en couple, oui, ce huis clos fait que c'est pas possible d'échapper. Oui, c'est très juste. Plus l'intimité qui fait qu'évidemment, il y a parfois aussi des règlements de compte sous la couette. Voilà, et tous les enjeux en effet que l'on a par rapport à soi-même. Et je dirais on a déjà presque toute une vie à avoir pour un peu essayer de se comprendre. Et alors en plus, si on ajoute une autre personne qui va être un peu un inconnu malgré tout, même si on est on voit que les zones de contact sont pas simples et que ceci dit, c'est aussi un révélateur. Moi, je considère que j'ai eu deux longues relations de couple dans ma vie et ça m'a justement obligé par ces contraintes-là à bien me montrer qui j'étais et ce que je voulais finalement. Ça prouve déjà que vous avez su ne pas considérer que c'est toujours la faute de l'autre. Bravo. Alors, si, c'est un principe de base, et puis après je réfléchis un peu, et je me dis, et puis je vous ai écouté aussi un peu pendant pas mal de temps, donc je me dis à la fin, oui, le réflexe initial, c'est de dire que l'autre est un peu chiant et qu'il comprend rien. Puis à la fin, si on veut vraiment avancer, on va dire comment je peux travailler sur moi et qu'est-ce que ça éveille en moi, ce qui vient de se passer en fait.
Et vous avez un exemple justement à nous raconter de quelque chose qui vous aurait été révélé sur vous-même grâce à l'un de vos couples? Oui, par exemple, il y a quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai un peu une âme de sauveur. Donc, quelque part, ça, c'est ma caractéristique. Et j'ai vu aussi dans ma précédente relation que c'était pas que positif d'être un sauveur pour soi-même et pour l'autre, et surtout de rester dans cette position, de toujours être celui qui va trouver la solution. Finalement, ça ne avance pas pour de vrai, et chacun doit un peu rester à sa place. Et donc, ça a été aussi, dans moi, ce que j'ai appris sur moi, c'est que le sauveur, c'était pas que positif, c'était peut-être aussi une façon de vouloir avoir le pouvoir ou toujours le beau rôle, quelque part. Donc, c'est intéressant. Et vous êtes moins sauveur maintenant? Non, je suis toujours très sauveur, mais justement, non, je pense que je suis toujours aussi accompagnant. Je travaille dans un secteur d'activité qui s'appelle l'assistance. Ça fait 30 ans que j'y suis, donc il y a des choses profondes. Par contre, je pense avoir gommé le côté de vouloir avoir le beau rôle ou de faire porter le chapeau à l'autre finalement. Vous voyez, en disant que d'imposer des choses parfois par ce biais-là. Donc, je suis moins sauveur. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans mon couple actuel, lorsque on rentre sur ce terrain-là et que je pourrais prendre cette place-là, que je prends assez spontanément, je me suis beaucoup plus calme et en tout cas, je prends beaucoup moins pour moi le problème posé par l'autre. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas... Vous êtes pas responsable. C'est ça, vous allez l'aider si elle vous demande de l'aide, mais vous n'allez pas lui imposer votre aide. Alors oui, c'est ça, et surtout, moi-même, parce que c'est aussi ça qui fait monter la sauce, c'est que je vais pas si vraiment je prends un peu de recul, je dis tiens, mais c'est elle qui a un petit souci là-dessus, au-delà de dire c'est la faute de l'autre. Et donc c'est pas à moi de trouver la solution ou d'aller là-dessus ou de me sentir en cause. Et souvent ce qui se passe dans un couple, c'est que quand quelqu'un fait une remarque, tout de suite je me sens potentiellement remis en cause, critiqué entre guillemets. Alors que là maintenant, comme je suis plus dans cette position-là, ou un peu moins que tu es à travail, eh bien si j'ai une réflexion de cette nature-là, je me sens moins attaqué et moins remis en cause. Dans ce cas-là, je peux rester beaucoup plus à distance. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement la problématique du couple et qui n'est pas la problématique générale. Mais dans le couple, c'est vrai que dès que l'autre dit quelque chose, on se sent tout de suite concerné. Alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est vraiment la problématique du couple. Comme s'il y avait une sorte de vase communicant immédiat, et quand l'autre parle, il parle forcément de moi, quoi. On est beaucoup sur la défensive dans le couple. Ouais. Et si vous voulez un exemple concret, par exemple, si ma compagne me dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est un peu excédée, en ce moment c'est un peu compliqué, je vais potentiellement, immédiatement, instinctivement me dire moi aussi je fais beaucoup d'efforts, mais je ne peux pas en faire plus. Alors que je dirais la bonne posture, et d'ailleurs c'est ce qu'elle attend, c'est pas tellement que je trouve la solution, que je dis écoutez, j'ai effacé tout ça ou j'ai trouvé la solution pour résoudre, mais ça va déjà d'accueillir. Mais bien sûr, d'autant qu'elle dit pas ça pour vous critiquer parce que vous en faites pas assez, mais c'est comme ça que vous interprétez immédiatement. Sauf que là, dans ce que vous dites, visiblement, vous avez tout de suite aussi le recul pour vous dire oh là, calme-toi Patrick, elle est pas en train de me critiquer, elle est juste en train d'exprimer un ressenti qui ne la concerne qu'elle-même. Voilà. J'essaye. De temps en temps, j'y arrive pas. Hein. Ça prend plus de temps que j'aurais aimé. Mais c'est un grand progrès quand même. Même si vous n'arrivez qu'une fois sur deux, c'est un immense progrès par rapport à la plupart des partenaires de couple. Hein. C'est formidable de savoir laisser à l'autre son propre ressenti sans se sentir concerné, enfin remis en question en tout cas. Oui, parce que si on se sent systématiquement remis en question, et donc forcément on va un tout petit peu agresser l'autre, et puis l'autre du coup ne va plus parler de ses ressentis, et c'est comme ça que le fossé se creuse dans les couples. Hein. On finit par plus parler du tout. Alors, on est dans l'évitement, qui emmène dans une impasse. Mais votre exemple est très, très, très parlant et malheureusement assez fréquent. Comme si dès que... Mais ça, c'est aussi le syndrome de vouloir être parfait pour l'autre. C'est même plus que d'être sauveur, c'est vouloir être absolument parfait pour l'autre. Être la personne idéale. Vous avez renoncé à être la personne idéale alors du coup, Patrick ?
Non, je pense pas être la personne idéale. Et le chemin que j'ai fait, si on peut faire un peu de littérature, vous avez dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La promesse de l'aube, un passage dans lequel l'auteur décrit tout l'amour qu'il a pour sa maman. Et je pense que quelque part j'ai fait le deuil de cette relation avec ma maman. Puis pour elle, j'étais parfait. Mais j'étais parfait parce que j'étais enfant, parent, et ça se passait très bien. Et qu'aujourd'hui, que j'ai grandi, que je suis avec une compagne, je peux pas être parfait. Mais c'est vrai que ça a été long à faire le deuil, ou en tout cas à grandir par rapport à ça. C'est-à-dire que vous quittez les projections, quoi. Vous vous rapprochez de plus en plus de la réalité, petit pas par petit pas. C'est bien, c'est super. Mais cela étant dit, quand on a eu la chance, visiblement c'est votre cas, Patrick, d'avoir été vu parfait par sa maman, en général ça donne déjà quand même une bonne estime de soi. Donc on part un petit peu plus tranquille dans le couple. Oui, mais il faut en faire le deuil de ça, de se dire que c'était une vision de l'esprit que j'avais en tant qu'enfant et que ce ne sera pas plus la vérité ou dans l'absolu. Donc ça demande un chemin. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais ça veut dire qu'on a quand même une bonne estime de soi et que on va plus facilement pouvoir accepter la critique. Enfin, la remarque de l'autre, parce que très souvent c'est pas une critique, c'est pris comme une critique, mais c'est pas une critique. On va pouvoir accepter la remarque de l'autre sans que ça nous mette en colère ou que ça nous rende totalement détruits. Émotionnellement, ça donne des fondamentaux, on va dire. Ça, bien sûr. Il y a une sorte de régulation profonde chez moi là-dessus, bien sûr, qui est un pilier. Mais c'est la grande question, hein. L'homme a besoin d'être admiré. Alors est-ce que c'est parce qu'il a été admiré par sa maman ou est-ce que c'est dans sa nature? Moi je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est ce que... Peut-être que les hommes ne sont pas assez admirés par leur père aussi. Souvent pas assez mis en valeur par leur père. Qu'il y ait une rivalité entre le père et le fils, c'est normal. Hein. Comme il y a une rivalité entre la mère et la fille, hein, ça c'est normal. Parce que être père, c'est accepter que le fils, à un moment donné, prenne la place. Et ça, c'est quand même pas très simple. Hein, comme c'est pas très simple pour la mère d'accepter que la fille prenne la place. Hein. Bien sûr. Mais dans les hommes, en tout cas de ma génération, alors pour vous, Patrick, je sais pas, mais beaucoup d'entre eux se sont construits dans le silence du père, quoi. Le père, il est là peut-être, mais il nous regarde, on n'est pas sûr, et finalement on se sent bien seul. Et ça peut créer, c'est pas systématique, mais ça peut créer une certaine fragilité masculine, quoi. Bon, non, mon père, lui, il était assez présent, même absent, parce qu'il était souvent à des travaux professionnels, mais il avait en tout cas symboliquement toute sa place, et on a eu une très belle relation globalement. Donc vous partiez quand même avec de bons atouts. Hein. Oui, c'est ça, une belle relation avec le père, une belle relation avec la mère. C'est pas étonnant qu'ensuite vous puissiez créer une belle relation avec votre compagne. On essaye, mais je dirais, il m'a fallu comme du temps, parce que j'ai un certain âge, et plusieurs expériences de couple. Donc, mais je pense que le couple, en fait, c'est une sorte de rappel de la réalité. Je ne dis pas que quand on est célibataire, on n'est pas dans la réalité, mais on est plus fragmenté. D'être dans une intimité avec l'autre pousse un peu dans les retranchements, quelque part. Je suis complètement d'accord, Patrick, et c'est pour ça que c'est si compliqué de réussir à ne pas détruire le couple, parce que parfois c'est le couple qui trinque parce qu'on ne veut pas se voir tel que le miroir du couple nous le montre. Bien sûr. Le travail initiatique dont on parle depuis le début de cette émission, c'est exactement ça. Hein, c'est retrouver la réalité, lâcher les projections, lâcher les idées préconçues préalables, etc. Hein. C'est ce travail que vous décrivez, que vous êtes en train de faire dans votre propre relation. Mais en tout cas, merci beaucoup Patrick. Et on va faire une petite pause et on va conclure dans un instant, toujours avec Guillaume de Brébisson et avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et c'est Guillaume de Brébisson qui est avec nous et nous parlons du couple, l'aventure du couple. On aurait pu encore en parler pendant 2 heures. Et je rappelle que vous avez sorti ce guide pratique. Je fais le bilan de mon couple. On peut le trouver sur le site université-de-l'amour en un seul mot.fr. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Fabienne. J'ai pris l'émission un peu en cours, donc j'espère que je ne vais pas me répéter les choses qui ont déjà été dites. Mais c'est pas grave, vous les direz avec vos mots à vous, Fabienne. On dit, voilà, vous savez. J'ai eu la fin donc avec Patrick, là, apparemment qui était un homme parfait, parce que j'ai compris. Et moi j'ai quitté justement, enfin c'était un commun accord parce qu'on voyait bien que ça n'allait pas. J'ai quand même pris la décision et c'était ce matin, en fait, on a discuté un petit moment, parce qu'en fait je le trouvais trop parfait et c'est compliqué, hein, la vie de couple. C'est vrai que c'est... Comment ça, vous le trouviez trop parfait, c'est-à-dire en fait, Si vous quittez les hommes parfaits... Il est toujours en train d'anticiper tout, et moi ça m'agace, parce que je suis quelqu'un de très dynamique, toujours autonome. Moi, ça a peut-être commencé, en fait, au départ, avec un premier couple, avec le père de mon fils, qui a commencé... Enfin, j'ai appris qu'il me trompait mon fils avait 4 mois. Et j'étais prévenue par la maîtresse. Donc bon, j'ai dit on va essayer de raccrocher les wagons et peut-être que ça m'a perturbée en fait. Surtout je me rends compte aujourd'hui, peut-être que c'est ça en fait qui m'a perturbée toute ma vie. Même si on n'a jamais été fâchés avec le père de mon fils, parce qu'on s'est séparés pas loin d'1 an après. On a essayé quand même, mais bon, ça n'a pas marché. J'avais toujours l'image de cette maîtresse avec lui. Et après, j'ai fait plein d'autres couples, mais j'ai appris à chaque fois. Non, mais ça veut dire déjà que cette blessure n'a pas été réparée. C'est-à-dire que quand vous découvrez qu'il a une maîtresse, en plus c'est elle qui vous l'apprend, oui. Ça provoque certainement chez vous quelque chose de très profond et qui n'a toujours pas été réparé. C'est-à-dire que... Je ne me suis pas rendu compte, en fait, parce que à chaque fois, on me le disait quand j'allais voir des psys. Moi, je dis non, cette histoire, elle est refermée complètement. Moi, je m'entends bien avec le père de mon fils. Mais il y a peut-être encore quelque chose qui bloque, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est la capacité à faire confiance à l'autre qui doit être totalement brisée. Surtout si vous dites que vous avez fait plein d'autres couples. J'ai l'impression qu'on a perdu... oui, vous êtes avec nous. Oui, Fabienne, est-ce que ce ne serait pas la confiance en l'autre qu'on ne peut pas avoir, puisque quelque part il a brisé cette confiance de manière... non, franchement je fais confiance à chaque fois que je suis avec quelqu'un, je fais confiance, mais au bout d'un moment il y a toujours quelque chose qui m'agace, ou qui me plaît pas, ou j'ai envie de changement, ou je suis tombée très amoureuse parfois de personnes qui étaient vraiment des bad boys, et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce n'est plus possible pour vous de vous engager vraiment avec quelqu'un. Donc j'aimerais bien. Oui, j'entends bien, mais c'est plus possible parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé de manière trop violente. Donc c'est comme un traumatisme. Vous savez, quand je dis n'importe quoi, mais par exemple, on a un grave accident de voiture, on était au volant, et bien on peut plus conduire une voiture parce qu'il y a eu un traumatisme. Alors j'ai eu un grave accident de voiture aussi, mais il y a très longtemps. Il m'a fait perdre l'odorat, j'ai eu pas mal de fractures. Et j'ai reconduit après sans... Oui. C'est vrai que conduire la nuit toute seule, j'ai un peu plus peur des phares qui arrivent en face, parce que ça m'est arrivé à ce moment-là. Donc, mais pour les couples... Mais je prenais un exemple, alors je ne savais pas évidemment que cet exemple pouvait vous parler, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du traumatisme dans cette découverte de l'adultère, surtout que c'est elle qui vous l'apprend, et ça crée un traumatisme qui fait qu'on ne peut plus se réengager réellement, profondément avec un homme. Et donc, soit on choisit des hommes avec qui, de toute façon, c'est pas envisageable de s'engager parce que c'est des bad boys, comme vous le dites, soit, à un moment donné, au moment où il faudrait commencer à s'engager, et le processus de l'engagement, c'est quand on commence à s'attacher à quelqu'un, qu'on commence à être en sécurité, eh bien, ce processus-là ne peut pas se passer en vous puisque vous avez ce traumatisme. Ou alors c'est l'autre qui me quitte alors que moi j'ai envie de continuer, ou c'est l'autre qui... C'est pareil en fait. Tout ça c'est pareil, Fabienne.
Bah oui, c'est l'effet miroir. Oui, vous êtes mis en contact, vous choisissez ou vous êtes choisi par des hommes qui sont ceux avec lesquels une affaire ne peut pas durer. Mais ça va s'arrêter quand, cette histoire? Quand vous dépasserez le traumatisme, pour ça, il faut déjà le reconnaître, le traumatisme. Oui. Vous voyez, et là, j'entends bien que pour l'instant, vous êtes un peu dans un déni, là. Comme si, travailler dessus, pourtant. Je crois que pour travailler dessus, il faudrait que vous puissiez être à nouveau en relation avec les émotions que vous avez ressenties au moment où vous découvrez ça. Et je ne sais pas si vous avez été effondré, si vous étiez terriblement en colère, si vous aviez l'impression que la vie s'arrêtait. Sur le moment, oui, j'ai été effondrée parce que j'avais tout quitté, vendu mon commerce, quitté ma famille, quitté ma région pour le rejoindre. Donc j'étais dans une ville où je connaissais plus personne. Je me suis retrouvée Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez traversé? C'est quelque chose qui est enfin, c'est un tsunami que vous avez. Oui. Vous avez vécu quelque chose de similaire dans l'enfance? Dans l'enfance, non. Non. Vous n'avez pas vécu une forme d'abandon ou un déménagement brutal ou je ne sais pas quoi, quelque chose de cet ordre? Non, pas du tout. Mes parents ont toujours été ensemble. On a toujours vécu très longtemps dans la même maison. Oui, donc c'est la vraie catastrophe, c'est le vrai tsunami quand ça vous arrive. Parce que en plus, si vous avez eu des parents qui étaient ensemble, etc., vous fondez un couple. Vous fondez un couple avec l'illusion que ça va forcément durer, puisque vous avez le modèle de vos parents qui est un couple qui dure. Oui. Et puis, vous venez de mettre au monde un enfant, ce qui est déjà quand même un peu un traumatisme. Hein. La naissance d'un enfant, c'est quand même, pour une femme, c'est quand même un moment où on est fragilisé. Un enfant qui a 4 mois, on est encore... Oui, puis j'étais pas entourée de ma famille quand je l'ai eu. Vous êtes toute seule. Vous êtes toute seule avec cet homme. Et c'est une femme qui vous apprend que non, il n'est pas à vous, il est à moi. Oui. Vous imaginez le traumatisme que c'est ? Oui. Et si on met des notes. Ce soir-là, je l'attendais à rentrer. Et lorsqu'il est rentré, je lui ai dit t'as rien à me dire? Il me dit non, rien. Et lorsque je lui ai dit, c'est surtout en plus sa réaction qui m'a vraiment peinée, parce qu'au lieu de dire je sais pas, excuse-moi, un moment d'égarement, bon, je venais d'accoucher, tout ça, il m'a dit oh la salope. Alors ça. Je me suis dit, dis donc. Alors, vous savez, Fabienne, j'entends bien à quel point vous avez un petit peu cadenassé tout ça, mais la manière dont vous en riez prouve bien qu'il y a une défense qui est en place, qui est très forte, et qui justement vous empêche de réaliser à quel point ça a été un traumatisme. Alors moi, je veux pas du tout que vous vous effondriez avec moi. Sur le moment, ça a été un traumatisme sur le moment, c'est sûr. Et c'est ça qu'il faut aller un peu travailler pour que vous puissiez à nouveau faire confiance. Comment vous pouvez faire confiance avec un tel... En plus, comme vous dites, la réaction qu'il a, elle est pas... catastrophique, cette réaction. Elle est assez horrible. Vous êtes fait suivre par un thérapeute, Fabienne? Vous avez fait quelque chose de... Ah, j'en ai fait pas mal, oui. Puis... Peut-être que vous pourriez essayer des méthodes qui, justement, sont spécifiques au traumatisme, comme le MDR ou le Somatic Experiencing. Oui, en plus, avec Brigitte, on en a déjà parlé, de faire de MDR, mais je vais y venir. C'est encore une fois, vous avez l'air de bien fonctionner. Je veux dire, j'ai pas l'impression que vous êtes. Je fonctionne très bien. Je suis équilibrée. Voilà. Mais si vous avez envie, à un moment, de vous engager dans une vraie histoire, je pense qu'il faut dépasser ce traumatisme. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une vraie histoire. Ça, c'est votre choix. Mais je crois que si j'en ai envie. Alors, si vous en avez envie, je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut travailler ça. Il faut travailler ce traumatisme. Parce que j'ai pas envie de faire souffrir les gens. Au début, avec cette personne, là, dernièrement, j'étais pas du tout. Pas très amoureuse. Et je me suis dit, ça va venir. Et puis, en fin de compte, non, il est parfait, mais trop, quoi. Et voilà, vous voyez, et ça fait écho à votre traumatisme, parce que qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, il est parfait, mais trop. Donc ça cache forcément quelque chose. Il va anticiper toujours. Est-ce que tu veux si oui, mais ce que vous entendez pas, c'est que dans votre inconscient, vous êtes en train de vous dire, il est trop parfait, ça cache forcément quelque chose. Il va forcément y avoir Non,
alors là, c'est pas surtout sur ce côté-là. Trop parfait, parce que moi, ça m'agace, en fait. Parce que j'ai toujours fait tout toute seule, et c'est sympa de faire un cadeau, ça, j'aime bien. Mais dans la vie de tous les jours, toujours d'anticiper des trucs. Enfin, vous y croyez pas, quoi. Bon, enfin, c'est votre avis, et on va pas vous titiller non. plus que ça. Mais je pense que vous avez besoin, en effet, de travailler sur ce traumatisme. Oui, mais c'est une bonne idée, j'aime bien. Ouais, bon courage, Fabienne. Merci en tout cas. Beaucoup. Merci, Fabienne. Oui, je crois que c'est encore une fois important, et c'est aussi le rôle du thérapeute. Quand l'autre n'est pas prêt à entendre, il faut pas insister non plus. Chacun va faire son chemin. On peut pas forcer quelqu'un à aller découvrir ce qu'il a à découvrir. Chacun a son rythme, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce qu'a traversé Fabienne, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, quoi qu'on en dise. C'est très très dur. Et finalement, l'histoire de Fabienne montre en creux tout ce qu'on a vu dans toute cette émission. C'est justement le côté apprentissage. Parfois l'apprentissage se fait, et parfois il se fait pas, ou parfois il est difficile à faire. Là, on a un bel exemple, je trouve. Et oui, eh bien on va rester sur cet exemple de Fabienne, mais aussi tout ce qu'on a entendu. Et je crois que ceux qui sont en couple et qui nous écoutent sont sûrement en train de faire un petit effort de réflexion. Qu'est-ce que j'ai découvert, et c'est ça qui est formidable. De toute façon, plus on se connaît, finalement, mieux on peut faire les bons choix qui nous conviennent pour être heureux. Et plus on est apaisé, et plus la vie de couple est apaisée aussi. Donc ça vaut la peine. Oui, absolument. De toute façon, je crois qu'on n'a jamais fini de se découvrir, et c'est peut-être ça aussi l'aventure de la vie. Hein. Très probablement. Je pense qu'on est là pour ça. Alors je ne sais pas si on est là pour ça, mais en tout cas c'est ce qu'on va. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est d'expliquer à quel point on n'est jamais fini, c'est-à-dire que notre moi il est tout le temps en train de se modifier en fonction des rencontres, et plus ce sont des rencontres qui nous marquent, hein, que ce soit d'ailleurs des rencontres d'amitié ou voire même dans le travail. Plus ça va nous modifier, ça va nous... Alors après, ça peut nous faire aller mieux, et puis ça peut aussi un peu nous détruire. Hein. On sait aussi que certaines relations toxiques peuvent un peu nous abîmer. Donc il faut accepter cette mouvance permanente de notre personnalité. Merci en tout cas Guillaume de Brébisson. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Et demain on sera avec Sandy Boulanger et on va parler du corps, le corps qui ne ment jamais. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer